Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Monde de l'écho, votre émission hebdomadaire d'actualité économique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, le sujet du gaz, comme étant un enjeu économique, mais surtout géopolitique et géostratégique, en prévision évidemment du sommet, le 7e sommet des pays exportateurs de gaz qui se tiendra à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Djilloul Slama. Vous êtes docteur et expert en économie. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs à travers cette aimable chaîne qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Et nous allons accueillir dans un instant par téléphone en direct de Londres Dr Bardad Mendouche, expert en énergie, ex-PDG d'une filiale Sonatrach. Nous allons commencer ce débat avec vous, Monsieur Slama, en parlant du monde qui devient multipolaire, en pleine mutation. Quelles sont selon vous les perspectives pour la stratégie gazière mondiale, Monsieur Slama, avant de parler des 8 points, des 8 stratégies recommandées pour l'Algérie que vous avez établies vous-même? Écoutez, on va droit au but et on va résumer ça en 2 points clés. La géoéconomie mondiale est perturbée par les événements depuis 2022, des événements d'ordre militaire, dans ce qui se passe dans l'est de l'Europe et précisément le conflit russo-atlantique sur les terres de l'Ukraine et les perturbations actuellement en mer Rouge. Donc, 2 objectifs principaux qui vont caractériser toute politique gazière dans les quelques années à venir et même probablement aussi à moyen terme, c'est stabilisation des prix et anti-choc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de grandes crises de rupture des livraisons et des crises d'élévation ou de fluctuations majeures de prix. Pour éclairer ce propos, je vous rappelle que suite au déclenchement du conflit en Ukraine, quelques mois plus tard, on a vu que le gaz libre en spot en Europe est passé de 33 € l'unité à 250, ça veut dire presque 8 fois. Je pense que ce n'est ni les producteurs ni les consommateurs qui souhaiteraient avoir de telles surprises. Donc du coup, les stratégies mondiales gazières vont avoir 2 clés, une stabilisation des livraisons et une stabilisation des prix. Oui, et quelle importance justement pour cet événement qui se tient à Alger, le 7e sommet, qui va regrouper tous les chefs d'État, des personnalités importantes, dont principalement on parle de la venue de Vladimir Poutine peut-être, donc la Russie qui est le géant en matière de gaz. Écoutez, vous venez de lâcher le mot, le groupe. Donc, ça veut dire la notion de discipline. Ça veut dire aussi, j'en déduis, la notion de coordination et d'intégration des politiques nationales gazières. Si tout à l'heure, il y a 2 minutes, on parlait d'une logique mondiale sur le gaz côté consommateur et côté producteur, donc on a résumé en 2 points, l'anti-choc, l'anti-crise, donc stabilisation de prix, stabilisation des livraisons. Pour les producteurs, donc on va être plus pointu, tout ce qui est côté production et exportation, donc stabilisation des productions et stabilisation des recettes. À partir de là, puisqu'on parle de logique de groupe, moi j'aime bien utiliser le terme qui m'est plutôt favorable, c'est le terme cartel du gaz, donc très schématiquement proche du cartel de l'OPEP, mais beaucoup moins puissant, beaucoup moins puissant. On en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais dans ce cartel de gaz, la réunion d'Alger, pour moi, c'est d'abord une réunion de discipline et de mise en ordre. Et justement, on parle du gaz comme étant un enjeu majeur en géopolitique. Est-ce qu'il y a réellement, parce qu'on parle, certains acteurs en énergie parlent de la volonté des G7, des BRICS, de créer des corridors de passage de conteneurs sur des routes, à travers la route de la soie, à travers la Chine. Il y a des alternatives qui sont reliées vers l'Europe et l'Asie par la Palestine, justement. Si on parlait de géopolitique, est-ce qu'aujourd'hui la Palestine est victime de cet enjeu? J'en sais rien, je ne suis pas dans leur secret, pas aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas demain. Nous sommes, moi je ne veux pas accentuer le rôle de la victimisation du monde arabe ou arabo-musulman en général, mais je dirais les faibles se laissent faire. Sommes-nous forts? La réponse est non, donc on se laissera faire. Et avec nous, donc, en direct de Londres, en Grande-Bretagne, Dr Bardad Mendouche, vous êtes avec nous en direct de Londres, comme je le disais, vous êtes expert en économie, ex-PDG d'une filiale Sonatrach. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de si loin. Bonsoir. Monsieur Mendouche, en parlait... en énergie, pas en économie.
En énergie. Expert en énergie, pas en économie. Expert en énergie, effectivement. Donc, Monsieur Mendouche, on parlait avec notre invité Jules Slama sur le plateau du Monde qui devient donc multipolaire de cette mutation et on parlait des perspectives pour la stratégie gazière mondiale. Quel est votre avis là-dessus? Bien, donc en matière de marché mondial du gaz, il y a un avant-guerre Russie-Ukraine et il y a un après-guerre Russie-Ukraine. Avant la guerre Russie-Ukraine, le marché mondial du gaz était pratiquement régionalisé, pas à 100%, mais on avait un marché américain qui était à un prix faible par rapport aux deux autres marchés, les deux autres marchés étant le marché européen et le marché asiatique. Tout à fait. Avec une connexion timide, mais qui avait déjà démarré par les Américains, par le gaz de schiste, essentiellement le GNL, en direction de l'Europe. Une première livraison a été faite pour l'Italie, une deuxième en Espagne, une autre en France. Mais ce n'était pas aussi important qu'après la guerre Russie-Ukraine. Après la guerre Russie-Ukraine, le marché gazier était complètement bouleversé, en ce sens que les décisions prises par l'Union européenne d'embargo sur le marché gazier, y compris par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont fait que l'offre gazière, essentiellement pour l'Europe, était très insuffisante. Et l'Europe a été obligée et contrainte d'aller chercher des alternatives à son approvisionnement en gaz, aussi bien pour son économie que pour le bien-être de ses ménages. Nous avons quelques chiffres. L'Europe dépendait à peu près à 45% de son approvisionnement à partir de la Russie, principalement des deux grands gazoducs, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2. Parallèlement, un troisième gazoduc qui passe par l'Ukraine et qui alimente aussi l'Europe. Oui. Après la guerre, la situation, je donnerai 4 chiffres clés qui éclairent aux téléspectateurs sur le changement qu'il y a eu. Donc, avant la guerre, il était prévu, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, 15% des échanges mondiaux de gaz devaient provenir de la Russie. Et la demande était évaluée à 4 400 milliards de mètres cubes. Après la guerre, ce chiffre de 15% a été bien entendu remis en cause, puisque la quantité qui était livrée à l'Europe ne l'était plus. Partiellement, la Russie a pu livrer à la Chine à travers un gazoduc qui est le Power of Siberia, et une autre partie en Inde, en GNL. Mais on a assisté, après la guerre, à une offensive du GNL américain, qui est le gaz de schiste, qui a, surtout en 2022, où les États-Unis, quand je dis les États-Unis, c'est les compagnies américaines, pas l'État. Oui. L'État ne détient rien aux États-Unis. Qui ont livré du gaz principalement en Italie, surtout en Espagne, pour la France et d'autres pays. Et bien entendu, l'Europe a été contrainte d'aller demander du gaz ailleurs, essentiellement au Qatar, à la Norvège et bien sûr à l'Algérie. Et donc en 2022 et 2023, la Sonatrach a livré le double à la France en matière de consommation. Et en 2023, la Sonatrach a repris sa première place de premier fournisseur de gaz à l'Espagne. Et je signale au passage que l'Algérie est le premier pays en matière de GNL, le premier pays africain en tête parmi les pays qui livrent ou qui alimentent l'Europe en gaz GNL principalement. Monsieur Mendouche, vous avez parlé. Vous avez parlé du conflit. Excusez-moi. Utiles à signaler. Les deux autres chiffres qui sont utiles à signaler après la guerre, on a constaté qu'il y avait. Ça, c'est les chiffres de l'AIEA, de l'AIE, pas l'AIEA. 175 millions de personnes dans le monde ont versé dans la précarité en matière d'utilisation de gaz de ville, j'entends. Pour quelle raison? Pour la simple raison que
les prix ont flambé et en été 2022, le gaz a atteint pratiquement $300 le mégawattheure, ce qui n'était pas possible pour les ménages de pouvoir les payer. D'ailleurs, ici en Angleterre, après la guerre, le prix du gaz a été multiplié par 5. Donc ça devient une énergie très chère et ça a créé une inflation parce qu'à travers l'énergie, et essentiellement le gaz, toute l'industrie européenne, toute l'industrie mondiale fonctionne avec du gaz. L'autre chiffre, c'est les émissions de carbone. Oui. Avant la guerre, il était prévu dans les différentes COP, donc c'est les conférences climat, de se maintenir un plafond de 37 millions de tonnes d'émissions d'oxyde de carbone. Malheureusement, pour le climat, ça n'a pas été possible puisque ce chiffre-là a été largement dépassé pour la simple raison que l'Allemagne et la France et d'autres pays ont été contraints de réouvrir leurs mines de charbon parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de gaz. Donc il y a eu un bouleversement économique, un bouleversement financier, une inflation qui a touché essentiellement pratiquement tout le monde et qui a impacté le pouvoir d'achat des citoyens. Monsieur Mendouche, vous parliez justement du conflit russo-ukrainien. Justement, pour un petit peu contrer la Russie, les États-Unis ont établi une stratégie un petit peu contre l'Europe avec l'aide de la Pologne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Europe peut être découpée en deux pour contrer la Russie? En fait, les choses ont évolué. Les choses ont évolué puisque sur le mois de janvier et de février 2024, on a constaté qu'il y a certains pays, dans l'Allemagne, la France, surtout un peu plus l'Autriche, la Finlande, ont commencé à revenir à acheter du gaz russe par des intermédiaires. Ça coûte effectivement un peu plus cher, mais il y a une certaine hypocrisie au niveau des dirigeants européens qui ne veulent pas dire à leurs citoyens que, en fait, les décisions d'embargo n'ont pas tellement impacté la Russie et l'économie de la Russie, mais ils ont beaucoup plus impacté les économies européennes. Et à leur tête, l'Allemagne, qui est la première puissance au niveau de l'Europe, notamment dans son industrie automobile. Et donc, il y a également un autre facteur pour le gaz ou l'acheminement du gaz par méthanier, y compris pour les pétroliers et d'autres marchandises. Il y a eu parallèlement, enfin additivement à ce conflit, il y a aussi le conflit de Gaza, bien sûr, mais aussi il y a les frappes des Houthis, parce qu'il y a un passage au niveau de la mer du Nord, la mer Rouge, pardon. Et donc là, il y a les pays producteurs et exportateurs sont en train de chercher des alternatives à ce passage. La Russie propose un autre passage vers le nord, mais ce passage-là, bien que plus réduit par rapport au canal de Suez, mais il offre le désavantage que ça devient des glaciers. Monsieur Mendouche, on parle de débloquer le gaz en mer palestinienne, ça c'est un secret pour personne, mais sur une île en mer, sur un gisement. Pardon? Le grand gisement? J'ai dit que... J'ai pas bien entendu. J'ai dit qu'on parle de débloquer le gaz en mer palestinienne sur un gisement, sur le gisement. Oui, bon, le problème de Gaza, il est connu. C'est au large de Gaza. Il y a eu, bon, d'abord un petit peu d'histoire. Lorsque la bande de Gaza a été donnée en autonomie pour les Palestiniens, il n'y avait pas de découverte de gaz au large de Gaza. Donc, ça, c'est la découverte de ce gisement qui est en exploitation. C'est Marina 1 et Marina 2. C'est ce gaz-là. Les Israéliens veulent transporter ce gaz-là et être un autre acteur sur l'Europe, à travers Chypre, à travers la Grèce. Et il y a des recherches, ils ont confié aussi d'autres contrats dans le même périmètre offshore, et il y a des indications de 2 autres grands gisements de gaz. Donc, à mon sens, ces découvertes de gaz qui ont été à l'origine de ce conflit, parce que ce gaz-là qui est en offshore, dans la politique des Israéliens, c'est dans la bande de Gaza, ils veulent faire des complexes de liquéfaction et donc d'avoir du GNL et exporter le GNL en Europe, bien sûr pour leur consommation interne, mais aussi surtout être un acteur vis-à-vis comme fournisseur de gaz à l'Europe. Et c'est toute cette problématique
qui a impacté le marché mondial du gaz et qui a créé d'autres données dont le GECF, qui va se tenir dans la 7e session, va se tenir à Alger, devra se pencher sur ces dossiers et pouvoir apporter des solutions dans l'intérêt des membres, des 19 membres, 12 membres et 7 à titre d'observateurs, dans l'intérêt de ces pays-là. Oui. Monsieur Mendouche, restez avec nous. Je vais juste faire réagir notre invité sur le plateau, Djelal Slama, parce que je le voyais un petit peu réagir à vos propos. C'est dire, selon les dires de Monsieur Mendouche, à quel point le gaz est un enjeu politique finalement. Ben, il l'a toujours été, ça ne date pas d'hier. Maintenant, juste pour rebondir un peu ce qu'a dit mon collègue sur les réels ou les prétentions cachées ou réelles de l'entité sioniste sur les plages de Gaza. En fait, il n'y a pas que Gaza, c'est toute la Palestine qui appartient aux Palestiniens. Et pour moi, la nature a fait en sorte qu'on leur réserve un cadeau pour l'avenir. Cette terre elle sera libérée et ces réserves, c'est pour les futurs Palestiniens et les enfants des Palestiniens. Donc pour moi, qui s'amusent un peu à faire leur jeu de guerre et de terreur, mais techniquement, ils sont condamnés. L'histoire les a déjà condamnés. Ce qui se passe dans le monde, avec tous les bouleversements, pas que énergétiques, mais géopolitiques, l'État sioniste est techniquement condamné. Donc maintenant, c'est comme un comateux, il est en train de prolonger sa survie en pataugeant à gauche et à droite et en prétendant qu'il va trouver du gaz, etc. Ben, qu'il le trouvera, mais il ne lui appartiendra pas. Ça, c'est l'histoire qui va le dire. Je serai peut-être de mon vivant, j'espère pouvoir vivre ça, mais je suis convaincu que les complots, ça marche. On a fait beaucoup de complots sur l'Algérie, sur un siècle, 30 ans, mais ça a fini comme un pays indépendant et on leur revend du gaz à nos prix. Enfin, plus ou moins aux prix mondiaux, mais à notre dictée et à notre volonté. Donc ça, c'est l'histoire qui va finir. Moi, je voudrais juste faire un peu du concret pour rester un peu dans le bain du sujet, c'est-à-dire dans les réels au jour le jour. Ce que je vous ai dit au début, et là, il pèse son lot d'or, je vous ai dit, l'Algérie appelle de ses voeux ce cartel à se prémunir d'abord. Les logiques algériennes, c'est des logiques qui sont bien connues, c'est des logiques des lignes rouges. Par exemple, admettre une entité sioniste comme ça dans un cartel, ça ne passera jamais chez l'Algérie. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie veut maintenir en quelque sorte une sorte de marche en ordre, une discipline, une logique de groupe, une logique de coordination et une logique de dialogue au sein du groupe des producteurs. C'est pour ça que je vous dis, la logique économique gazière ou les stratégies économiques gazières, pour nous, ce sont des logiques long-termistes et basé essentiellement sur les principes de l'anti-choc et de la stabilisation. Beaucoup de gens disent l'Algérie, c'est le pays qui cherche la diplomatie, de la force douce, la tranquillité. En fait, c'est compatible avec nos intérêts majeurs. Nous avons des liens physiques avec l'Europe à travers ces pipings qui passent la Méditerranée. Donc, nous avons des possibilités de faire de l'économie, l'économie géoénergétique de premier plan. Nous sommes liés à l'Europe. Elle est en train de s'alimenter à travers l'Algérie. Ce qui s'est passé en Ukraine, là, mon collègue il donnait à penser que la Russie reviendrait à long terme vers l'Europe. De mon point de vue, cette fâcherie, entre guillemets, entre la Russie et l'Europe, et notamment l'Europe de l'Ouest, je crois qu'elle en aura pour longtemps. Les anglo-saxons ont réussi à casser le lien stratégiquement, ils ont toujours voulu ça, les anglo-saxons, casser le lien qui rapproche la population germanique aux populations russes. Je pense qu'ils ont réussi, d'ailleurs ils ont physiquement réussi avec la casse du Nord Stream 2. Et je pense qu'ils sont en train de revendre du gaz beaucoup plus cher aux Européens et cassent en même temps, ils continuent la guerre contre les Allemands, cassent aussi l'économie allemande. L'économie allemande, dans 5 ans, elle sera complètement à genoux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un réel changement géoéconomique, enfin géoénergétique au sein de l'Europe. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans à peine, l'Allemagne qui était le hub énergétique de l'Europe, qui distribuait l'énergie bon marché en provenance de la Russie et du Caucase.
Aujourd'hui, c'est fini ce jeu-là. L'Allemagne est à genoux, elle n'a plus ce rôle de distributeur, elle est convertie dans un rôle de consommateur, entre guillemets, j'ose même dire de mendiant énergétique. Et maintenant, c'est l'Italie et l'Espagne qui essayent de revenir. L'Italie, avec ses logiques machiavéliques à l'Empire romain, comme on connaît, ils sont en train de redonner leur blason, ils sont en train de revenir comme un nouveau hub énergétique en remplacement de l'Allemagne. Pour distribuer de l'énergie qui viendrait cette fois-ci de la façade méditerranéenne de l'Europe Sud, c'est-à-dire l'Algérie principalement et l'Afrique profonde derrière, pour alimenter de nouveau. Donc c'est l'Italie et accessoirement l'Espagne qui vont jouer le hub énergétique de l'Europe. L'Europe va jouer sur sa rive sud cette fois-ci. Est-ce que ces conflits, Monsieur Slama, sont une aubaine, on va dire ça comme ça, pour l'Algérie qui, je le rappelle, est 5e producteur au monde? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le général Lay, l'un des plus grands généraux américains de la guerre du Nord et du Sud, qui l'a dit. Quand il a commencé à perdre la bataille, il a dit à ses gars ou à ses lieutenants, derrière une heure noire se cache une chance à saisir. Donc pour moi, l'économie n'est pas exception à la règle. Dans les conflits, il y a toujours un côté sombre, mais il y a un côté opportunité. Les crises en elles-mêmes sont des opportunités pour apprendre, pour s'adapter et pour créer de nouvelles approches. Donc l'Algérie ne doit pas faire fine bouche là-dessus. D'ailleurs, c'est un secret pour personne, depuis la rupture entre la Russie, la rupture gazière, entre la Russie et l'Europe, l'Algérie a quand même placé quelques pions en avance dans les quantités exportées. Monsieur Mendouche, si vous êtes toujours avec nous, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Slama sur la place de l'Algérie, justement, en matière de producteur de gaz? Je rappelle qu'on est 5e au classement mondial. Oui, je suis d'accord avec lui concernant l'économie allemande. Effectivement, l'Allemagne dépendait à peu près à 55% du gaz russe. Et l'Allemagne, dans sa vision, sa politique, sa stratégie avant, n'avait jamais prévu cette situation. Et donc, après la guerre Russie-Ukraine, l'Allemagne était alimentée uniquement par gazoduc. Elle n'avait pas de terminaux. Donc, elle a été obligée, pour recevoir du GNL, d'autres acteurs dans l'Algérie, il fallait des terminaux. Elle a été obligée de faire ce qu'on appelle un terminal flottant, qui demande entre 6 et 7 mois de réalisation, parce qu'un terminal en dur, ça demande 1 année et demie à 2 années pour sa réalisation. Et aussi, il faut des centres de regazéification. En matière de hub, je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Effectivement, l'Espagne, elle a déjà des installations, elle a investi. Elle avait déjà cette stratégie d'être un hub. Elle a des terminaux, elle a des centres de regazéification, elle a aussi un réseau de pipes qui alimente le Portugal, par exemple. L'Italie a également un réseau qui alimente l'Allemagne parce qu'elle est géographiquement elle est à proximité, qui alimente aussi l'Autriche, il est à proximité. Et récemment, si vous avez suivi, je pense il y a quelques semaines, la Sonatrach a signé un contrat de livraison de gaz pour l'Allemagne à travers une société allemande. Et justement, les Allemands essayent maintenant de trouver des alternatives à leur approvisionnement en gaz parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de continuer à aller en décroissance économique, notamment pour toutes leurs industries et notamment l'industrie automobile. Mais ils ne peuvent pas du jour au lendemain supplier à la quantité qui provenait de l'URSS. L'Italie, par contre, elle est en bonne position dans la mesure où elle a déjà un réseau et des installations, dans la mesure où elle est le premier client de l'Algérie qui a livré, enfin la Sonatrach a livré en 2023 27 milliards de mètres cubes, qui est un chiffre record. Elle est en première position. Et surtout, on a l'avantage pour l'Algérie et la Sonatrach d'avoir le gazoduc. Donc, transmettre, il y a une capacité de 32,5 milliards de mètres cubes. On a le Medgaz qui a 10,5 mètres cubes qui part vers l'Espagne. On a l'Euromed qui est 13 milliards de mètres cubes. Donc, ça, c'est des moyens de transport dont bénéficie l'Algérie. Ça fait partie de sa force de frappe. Donc, les paramètres ou les atouts dont dispose un pays gazier, c'est d'abord les réserves. L'Algérie, elle est à 2400
milliards de mètres cubes en réserve prouvée. Quand on dit réserve prouvée en jargon gazier, cela veut dire qu'ils sont récupérables par pressionnisement. Si on rajoute les technologies de récupération qui se font actuellement sur le champ de Hasirmel, qui sont le boosting, donc phase 1, phase 2, phase 3. Il y a 3 usines, une au nord de Hasirmel, une au centre et une au sud. Oui. Ça permet de récupérer encore quelques 1000 à 1500 milliards de mètres cubes supplémentaires par les technologies connues. Et il y a en fait, dans le jargon pétrolier et gazier, ce qu'on appelle de type P3, ce sont des quantités récupérables par de futures technologies. Et on n'arrête pas la science. On trouvera certainement d'autres techniques pour pouvoir récupérer un peu plus. L'autre atout, ce sont les centres de production tels que celui de Hasirmel, ou celui de Inaminas, ou celui de Hanet, ou celui d'Al-Rar. Et troisième atout, c'est les gazoducs, c'est les moyens de transport terrestre onshore. Et enfin, les complexes de liquéfaction qui sont ARZE, GNL 1, 2, 3 et Z. Et le 3Z, le dernier, il a bénéficié de la dernière technologie de liquéfaction, qui est l'updated at this time. Ça veut dire que c'est la dernière technologie utilisée en matière de GNL, plus celui de SICTA. Et enfin, les méthaniers de transport de gaz. Donc, elle a 8, la Sonatrach, 3 qui a une capacité de 125 000 mètres cubes, et les 5 autres, ça varie entre 145 000 et 172 000. Parce que dans la stratégie de Sonatrach, ce n'est pas uniquement rester dans son marché traditionnel qui est l'Europe, et en particulier l'Europe du Sud, avec à peu près 90% de la quantité commercialisée, elle est en direction de ces pays, mais aussi aller vers les pays asiatiques. Et elle livre, la Sonatrach a déjà livré en 2022, en 2023, et elle compte continuer à le faire pour le marché asiatique, et en premier la Chine, qui est un pays très demandeur et très consommateur de gaz, et ceci pour son économie qui en a tant besoin, puisque la Chine continue toujours à exploiter des mines de charbon à titre d'énergie, et le charbon est l'énergie fossile la plus polluante, et elle est souvent montrée du doigt par les différentes conférences sur le climat qui se déroulent à l'initiative de l'ONU. Monsieur Mendouche, on va parler des prix si vous le voulez bien. On a souvent entendu parler juste après le conflit russo-ukrainien d'une hausse des prix du gaz, mais aujourd'hui ça atteint des records en baisse. On va parler du gaz par exemple américain qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 3 mois et demi. Oui, le plus bas niveau depuis 3 mois et demi. Et on parle d'un prix de repère qui baissera de 5% au mois de mars selon la Commission de régulation de l'énergie. Absolument. Comment l'expliquer justement? Il y a plusieurs prix. Donc le marché américain, c'est le prix le plus bas. Ça peut atteindre jusqu'à 2,5 à 3 dollars le million de BTU. Donc c'est le marché qui est plus bas. Pour la simple raison que les coûts de transport aux États-Unis, il y a d'abord une question, je dirais, technique. Au niveau géologique aux États-Unis, quand ils font un forage de schiste, vous avez des formations où ils retirent du pétrole, et dans le même forage, dans le même puits, vous avez aussi du gaz. Donc l'un dans l'autre, économiquement, le pétrole, le bénéfice ou la valeur ajoutée est beaucoup plus importante que le gaz, et donc ils gagnent beaucoup plus d'argent, donc les coûts sont plus serrés. Troisième élément, ils ont des capacités de stockage très importantes, ils font du volume. Les Américains, ils voient tout en grand, ils font tout en grand. Donc plus vous avez de volume, et plus le prix il est revu un petit peu à la baisse. Vous avez un autre critère qui est le TTF, et c'est sur celui-là que c'est basé les prix au niveau européen. Effectivement, vous avez raison. En 2023, ça a baissé autour de 30-32 dollars le million de BTU, le mégawattheure. Oui. Ensuite, ça a baissé jusqu'à 24. En janvier, février, ça a baissé. Ensuite, c'est remonté légèrement à cause des frappes au niveau de la mer du Nord, qui ont fait que les méthaniers prennent 2 fois plus de temps pour contourner par l'Afrique du Sud, et donc ça fait un coût de transport supplémentaire. Oui, c'est vrai. Mais pour nous, pour l'Algérie, ces fluctuations n'ont pas d'impact, pour la simple raison que 90% du gaz algérien est vendu sur la base des contrats à long terme. Et dans les contrats à long terme, par exemple avec l'Italie, c'est jusqu'à 2032, l'Espagne c'est 2032, la France la même chose 2028,
Donc, dans les contrats long terme, le prix, il est un prix qui satisfait le fournisseur pour pouvoir financer ses investissements et il satisfait le consommateur, il a une sécurité d'approvisionnement et une régularité au niveau des approvisionnements. Dans ces contrats long terme gaziers, il y a une clause qui est le take or pay, c'est-à-dire que le client doit prendre la quantité telle que fixée dans le contrat. S'il ne la prend pas, il la paye. Oui. Et il y a également une clause de révision des prix. Et là, je dirais que l'Algérie a profité de cette clause de révision des prix en 2022, parce que la clause arrivait 3 ans après. Et c'était un moment où les prix remontaient sur le marché mondial. Oui. Et la clause de révision des prix, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les prix sont révisés sur la base des coûts de production, des coûts d'exploitation, des coûts de transformation et un autre paramètre qui est le coût du marché. Et donc, le marché avait augmenté, notamment le spot market. Donc, l'Algérie a bénéficié de cette clause-là et les prix dans les contrats long terme ont augmenté au bénéfice de l'Algérie. Je dirais au passage que l'Algérie dégage une marge je dirais, satisfaisante et confortable parce que toutes les installations qui existent, aussi bien Hassermel que les complexes, sont complètement amortis. Ça date déjà des années 70. Donc, le coût amortissement, enfin la charge amortissement, n'existe plus. Il y a uniquement de la maintenance et les autres charges connues. Ce n'est pas le cas des complexes, je citerai par exemple les derniers complexes au niveau du Qatar, où la charge amortissement existe, parce que c'est de nouveaux complexes, automatiquement, ils n'ont pas encore une vingtaine d'années. Monsieur Mendo, je vais poser la question à mon invité que je vous avais posée lors d'une précédente émission avec Monsieur Attal sur cette transition énergétique. Monsieur Slama, quel est votre avis là-dessus? On parlait de toutes ces COP qui prônent justement l'énergie propre et cette transition énergétique qui est finalement actée. Est-ce que vous pensez que le gaz a encore de beaux jours devant lui? Ben, je vous réponds en direct et pas plus tard qu'hier. Shell, l'une des plus grandes compagnies, l'une des Five Sisters, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'augmentation de la production ou de la consommation mondiale du gaz a fait un saut entre 2022 et 2023 de 1,8, allez, on va dire 2%, et qu'elle prévoit 50% d'augmentation d'ici 2050. Donc, le besoin augmente, la production, et qui va tirer encore sur la production. Donc, les énergies alternatives, comme on aime bien les appeler, que ce soit solaire, éolienne et autres, ben, ont leur avenir, mais après le pétrole, et après le gaz, encore le gaz. L'Algérie, on en a, tout à l'heure, on parlait, vous et moi, en salle d'attente, l'Algérie a une réserve grosso modo de 4500 milliards de mètres cubes, réserve prouvée, hein, pas encore les réserves non prouvées. 4500 milliards de mètres cubes, c'est à peu près le 1/10 des réserves russes. Ben, si vous divisez par rapport à la production annuelle, qu'on est autour de, bon, allez, grosso modo, on va dire 100, mais après, on va voir qu'on réinjecte une partie, etc. Donc, on en a quasiment entre 50 et 70 ans de réserve au rythme de production et de consommation actuelle. Donc, pour moi, pour notre génération et probablement pour nos enfants, il y aura encore du gaz assez pour continuer à piloter l'économie algérienne, plus ou moins, avec des agrégats énergétiques comptablement parlant, allez, pour être précis. Cependant, pour le reste du monde, il faut que les gens, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a quand même dépensé sur les 30-40 années passées, le monde entier a dépensé à peu près 1 trillion de dollars sur les énergies alternatives. Le résultat des courses, nous sommes toujours à la consommation d'environ 100 millions de barils pétrole et équivalent pétrole jour à travers le monde. Donc on en a réduit à peine, je pense, à peine de 2 ou 3%. Pire encore, maintenant, on est en train de voir une remontée des consommations des énergies fossiles. Donc, bonjour les énergies renouvelables, mais pour moi, ça n'exclut pas
comment dirais-je, la continuité de l'exploitation des énergies fossiles. On en parle de l'Inde, on parle de la Chine comme de grands exploitants du charbon. Il n'y a pas si longtemps, juste après l'avènement du conflit russo-atlantique sur terre d'Ukraine, moi je l'appelle ça comme ça, et il y a eu un retour au charbon en Allemagne, en France, en Italie. Bon, il faut arrêter de raconter des blagues. Investir sur les énergies alternatives, oui. Dire aux gens que, attention, c'est l'alerte, c'est l'épuisement, et demain on va tous passer aux énergies renouvelables, c'est faux. Est-ce que c'est réellement problématique pour un pays comme l'Algérie, où il y a le soleil? Si on devait parler du solaire thermique qui pourrait remplacer le gaz selon les experts. Écoutez, madame, j'étais en train de vous dire qu'on a 40 ans, je dis le monde, pour ne pas dire l'Algérie, le monde a investi près d'1 trillion de dollars sur des éoliennes avant et sur des miroirs. Moi, j'appelle ça des miroirs solaires. Les résultats des courses, on n'a pas réduit la dépendance énergétique du monde par rapport à l'énergie fossile de pas plus de 2 ou 3 points. Donc, il faut quand même rester réaliste. Moi, j'ai vu, par exemple, puisque vous parlez en Algérie, moi, j'essaie toujours d'éviter les sujets politiques et polémiques, mais bon, j'ai peut-être pas le choix en ce moment. Il n'y a pas longtemps, on avait tout un ministère pour les énergies alternatives, on va dire. On avait le résultat des courses, on n'en a pas eu grand-chose. Donc, l'Algérie, c'est un pays énergétique. Par excellence, c'est un pays d'énergie fossile par excellence. Et là, la possibilité de passer à un complément, moi je dis ça un complément ou un mix, une politique de mix énergétique avec des énergies nouvelles comme on n'a pas l'énergie éolienne, très peu en Algérie, mais on a beaucoup d'énergie solaire parce qu'on a beaucoup de journées bien ensoleillées en Algérie. Si vous passez du côté de Regan, rien que la région de Regan, ou Heda, en équivalent solaire, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc c'est sérieux, qu'est-ce qu'on a là-bas. Mais il faut dire aux Algériens, et je pense que ce n'est pas un secret, de dire aux Algériens que nous avons encore la possibilité, pendant encore 45-50 ans à l'aise, de continuer à rester et à devenir de plus en plus un hub énergétique sur les énergies fossiles. Ceci n'exclut pas, l'Algérie a mis en place le projet solaire. À partir de 2030, je pense qu'on en produira une bonne quantité pour satisfaire, je ne sais pas, peut-être un petit million, un petit 1,5 million de consommateurs. Mais restons réalistes, 98% de l'énergie ou de la puissance énergétique algérienne, c'est une énergie fossile et nous avons de l'avenir là-dedans. Il va falloir savoir comment transformer une bonne partie de nos énergies fossiles. Moi, j'étais de ceux qui disaient, il n'y a pas si longtemps, il faut que l'Algérie, alors là, au risque de vous choquer, devienne prochainement, dans les 5-10 ans à venir, un pays importateur de gaz naturel. Parce que nous, on doit convertir notre gaz propre à nous. On va augmenter les consommations locales pour les convertir en énergie électrique. Donc, on va fournir plus d'électricité que de gaz en termes de capacité de production du pays. Je ne parle pas en termes de coûts, etc. Ça veut dire qu'il va falloir consommer plus de gaz algérien pour en fournir de l'électricité à revendre encore plus cher que la forme primaire qui est les matières premières, les fossiles, etc. Et puis utiliser aussi une bonne part du gaz naturel algérien en consommation locale pour produire des fertilisants pour l'agriculture et orienter aussi une bonne part pour les futures industries sidérurgiques en Algérie. Donc pour moi, il va falloir compenser ce que nous sommes en train, une partie de ce que nous sommes en train d'exporter. Nous sommes à peu près 50-50, grosso modo. Allez, on exporte 40 et on consomme 40 et on réinjecte 20. Donc, à peu près sur 100 mètres cubes, voilà, on consomme 40. Mais consommation, ce n'est pas uniquement pour le chauffage. L'Algérie, c'est déjà un pays chaud. Exact. Et ce n'est pas que pour la cuisson et le chauffage. Ça veut dire qu'on produit de l'électricité. On en gaspille beaucoup. Si vous me dites quel est le chiffre, au risque de vous choquer, la moitié de ce qu'on produit, on le gaspille aussi. On le gaspille directement et indirectement. Donc, sur les 100 mètres cubes qu'on produit, 40, on exporte, 40, on consomme local. Dans les 40 qu'on consomme, on produit à peu près 10 à 15% en électricité. Dans les 10 à 15% d'électricité, on gaspille à peu près 65%. Sur les gaz, on brûle à peu près 10% de ce qu'on produit et on réinjecte 15%. Si vous faites l'addition, moi hier, je me suis amusé à faire un peu un calcul mathématique. J'ai trouvé que les Algériens, avec une capacité industrielle installée d'environ 130 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire la pleine capacité, comme disent les pilotes, pleine machine. Si on envoie toute la machine algérienne en production de gaz, on serait autour de 130 milliards de mètres cubes gazeux, à l'état gazeux annuel, on en gaspille presque la moitié.
Merci beaucoup, Monsieur Slama, pour ce cours. Finalement, vous êtes exposé. Monsieur Mendouche, j'aimerais avoir votre avis parce qu'on parlait d'énergie renouvelable et Oui. finalement, le président américain Joe Biden en a fait un sujet de campagne électorale carrément. Absolument. D'abord, moi, je donnerai quelques chiffres là, pour la transition énergétique. Donc, c'est des chiffres qui sont facilement vérifiables. L'AIE les donne, le magazine mondial de l'énergie les donne, le journal Gas and Oil les donne. Sur les 20 dernières années, il y a eu, jusqu'à 2023, 65% de l'énergie mondiale, ça provenait du gaz et du pétrole. 17%. C'est les énergies renouvelables, toute énergie confondue, l'éolien, l'hydraulique, le solaire, etc. Il y a du nucléaire. Donc, Monsieur Slama vous parle de nucléaire. Oui, attention, il y a du nucléaire là-dedans. Le solaire n'est pas ça. Le solaire, c'est moins de 2%. Hein. Oui. Donc, il y a une particularité. La France, 75% de l'énergie, elle est nucléaire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le gaz, il faut le dissocier depuis qu'il y a la décarbonation, c'est-à-dire on enlève l'oxyde de carbone du gaz pour en faire une énergie propre. Cette technologie existe, elle est utilisée par la Sonatrach au niveau de ses gisements, notamment au niveau du gisement de Ain Salah, de Oanet, d'Al-Rar, d'Inaminas. Et l'objectif de climat, c'est qu'au-delà de 2030, on ait un gaz à zéro carbone. Et donc, si vous avez suivi, il y a eu le retour d'ExxonMobil et de Chevron avec Sonatrach. Et ExxonMobil exploite un gaz, un très grand champ au niveau de l'ouest du Texas. Mais là, on parle de gaz non conventionnel, Monsieur Mendouche. Pardon? J'ai dit, on parle de gaz non conventionnel. Non, je parle de la décarbonation, de la technologie de décarbonation qui consiste à enlever l'oxyde de carbone du gaz. Bon, ici, au niveau de la Sonatrach, ça se fait par enfouissement, donc c'est une technologie. Et donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'arriver à un gaz zéro carbone. Parce que les émissions à effet de serre, c'est dégager de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, toutes les COP, les conférences climat font des recommandations de diminuer l'oxyde de carbone. Donc, à travers la COP 27 qui s'est tenue en 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, et de faire la classification du gaz comme une énergie faisant partie du mix énergétique au même titre que le nucléaire, parce que pas beaucoup polluante. Si on se projette dans les années à venir où nous aurons un gaz à zéro carbone, le gaz deviendra comme une énergie renouvelable. Ceci, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de problème, comme l'a dit votre invité, il n'y a pas de problème d'offre du gaz. Il y a suffisamment de gaz dans le monde. Et les différentes découvertes de 10 dernières années qui ont été faites au niveau du Mozambique, du Kenya, de la Mauritanie, de l'Égypte, du Sénégal, il y a de quoi alimenter ou il y a de quoi suffire à la consommation mondiale d'une durée entre 50 et 60 ans. Monsieur Mendouche, justement, si vous parlez des récentes découvertes en Afrique, est-ce que ça pourrait apporter une force future pour le forum qui se tient à Alger ou de manière générale du GECF? Absolument, absolument. D'abord, il faut savoir que la Sonatrach, elle est présente dans sa stratégie à l'international. Elle est présente en Libye, elle est revenue. Il y a eu un puits qui a été foré en Libye qui a donné du pétrole avec un bon débit. Au Niger, il y a eu 2 puits. Le premier a donné 400 000 barils d'estimation de réserve et le deuxième a donné 100 000 barils avec présence de nafta. Nafta qui est un produit qui est utilisé dans l'industrie pétrochimique. Et donc, elle existe, on peut parler au Mozambique, elle existe avec la Mauritanie. La société mauritanienne a fait une convention récemment avec l'Institut algérien du pétrole pour la formation de ces cadres. Donc, dans le forum, l'un des axes du forum ou des missions du forum, c'est l'échange de coopération entre les pays membres, l'échange d'informations, l'échange d'expériences, l'échange de technologies, mais surtout, c'est avoir une vision commune
pour ne pas se créer, se tirer des balles l'un les autres en matière de et protéger les intérêts des uns et des autres. Pays consommateurs. Donc c'est aussi une plateforme de communication, de dialogue permanent entre pays producteurs et pays consommateurs, à l'effet de stabiliser les prix, à l'effet de rassurer la pérennité d'approvisionnement et à l'effet de créer un climat serein entre fournisseurs, producteurs et consommateurs. Oui. Ça, c'est très important. C'est pour ça que certains observateurs l'appelaient l'OPEP du gaz, M. Mendouche. On en est encore loin. C'est un peu plus difficile. On en est encore loin. Difficile. Pourquoi? Pas évident. On en parle. Il pourrait y avoir quelque chose qui ressemblerait, mais ça ne pourrait pas se faire. Pourquoi? Parce que la plupart des pays, et notamment les pays du GCF, pour le gaz, ils ont des contrats à long terme. Donc, il y a des intérêts le pétrole, individuels. C'est pas le cas. Le pétrole, ils se font à terme, c'est-à-dire vous avez un contrat pour 1 mois, 2 mois. Vous pouvez agir en tant qu'OPEP, et ça c'est fait, ça a permis au baril de remonter, de diminuer la production. Mais quand vous avez un contrat, vous devez livrer des quantités sur jusqu'à 2032, si on prend par exemple l'Algérie, enfin la Sonatrach avec l'Italie, vous ne pouvez pas réduire la production, parce que si vous réduisez la production, vous ne pouvez pas honorer votre engagement. Si vous ne pouvez pas honorer l'engagement, vous serez traîné dans les tribunaux internationaux, vous allez le payer. Et on revient au take or pay, encore une fois. Donc voilà, donc c'est cette difficulté qui fait que ça ne peut pas être une organisation type OPEC. Ce n'est pas les mêmes statuts. Seulement, il pourrait y avoir des ententes, parce que le GECF aujourd'hui, il y a 19, dont 7 membres observateurs, mais il y a d'autres membres qui demandent d'adhérer. Donc, à partir du moment où le nombre de producteurs et exportateurs de gaz s'agrandit dans cette organisation, il pourrait y avoir des consensus, des ententes, des accords de long terme, moyen et long terme, entre producteurs, exportateurs et consommateurs pour le bien de tous. Et je vous dis, l'expérience de la guerre Russie-Ukraine et cette difficulté qu'a eu l'Europe à trouver une alternative à son approvisionnement a donné beaucoup à penser aux Européens, notamment. Avant la guerre, il y avait beaucoup de banques européennes, je ne vais pas les citer, qui ont décidé de ne plus financer les énergies fossiles. Après la guerre, ils sont revenus et ils ont financé, tous les projets pétroliers ou gaziers. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mendouche. Je rappelle que vous êtes donc expert en énergie et ex-PDG d'une filiale Sonatrach. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Londres. Merci à vous et à tout le monde. Merci. Vous restez avec nous si vous voulez, car je vais poser une ultime question à M. Slama qui va donc nous donner les 8 stratégies qu'il a établies lui-même, recommandées pour l'Algérie en matière de gaz. M. Slama, c'est à vous. Écoutez, je l'ai rédigé tout à l'heure dans notre salle d'attente et pour moi, il y a 8 axes, on va dire 8 axes de réflexion énergétique et gazière, de réflexion énergétique pour les stratégies gazières de l'Algérie, mais elles sont toutes valables pour le cartel du gaz. Bon, comme a dit mon collègue tout à l'heure, il ressemble, c'est le petit frère de l'OPEP, mais ce n'est pas l'OPEP. Il n'a ni la taille, ni la puissance. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est que les Américains ne voudront pas qu'il y ait un nouveau OPEP du gaz. Ils y mettent leur veto, ils mettent toute leur puissance pour empêcher. Donc voilà pourquoi le cartel du gaz ce n'est pas les mêmes conditions qui sont écoutez, moi je l'ai résumé comme ça. J'ai rédigé à peu près 8 axes de réflexion pour mettre en place les stratégies gazières de l'Algérie. Je les ai appelées comme ceci. Premièrement, c'est des stratégies que, grosso modo, j'appellerais... Essayez de simplifier le propos. Là, c'est le pédagogue qui prend la relais, mais essayez de simplifier le propos. Je les ai appelées les stratégies des lignes rouges, c'est-à-dire là où nous, on n'y passera pas. Où on passera à condition que... Regardez, il y en a 8 points. La première, moi, je l'ai appelée la stratégie anti-choc, c'est les stratégies de fixation de marché. Là, l'objectif de l'Algérie doit jouer au sein du cartel et en solo qu'il y ait une fixation de marché en termes de prix et en termes de livraison. La deuxième stratégie, je l'ai appelée aussi la stratégie de la vision long terme, elle concerne les contrats. Donc l'Algérie doit continuer, il ne faut pas qu'il y ait un changement de gouvernement et hop, on va passer à d'autres types de stratégies. Il faut rester dans ce type de stratégie.
Donc la stratégie de fixation sur les marchés, la stratégie de vision à long terme sur les contrats, la stratégie de stabilisation des prix, la stratégie de préservation du pouvoir d'achat de l'équivalent pétrole en panier d'indices de produits européens manufacturés, la stratégie de révision monétaire en cas d'inflation monétaire sur les devises contractuelles, notamment le dollar, l'euro et le yen, les stratégies de participation, c'est-à-dire pour moi ce sont des stratégies qui doivent appeler les acheteurs à participer aux efforts de renouvellement et de prospection des réserves, enfin de renouvellement des réserves et de prospection de nouvelles. Les stratégies de réduction, elles concerneront les technologies pour réduire les pertes dont je vous ai fait part tout à l'heure et ça fait un peu froid au dos. Nous perdons beaucoup de gaz que nous pouvons réutiliser et réexporter. Donc moi j'ai appelé ça les stratégies de réduction des pertes. Et puis huitièmement, j'ai appelé ça aussi la stratégie de la réglementation. C'est comment imposer et faire marquer la discipline de ce cartel au sein de ces cartels. Ça veut dire que les Algériens doivent être disciplinés dans leur propre stratégie et faire en sorte que le cartel observe une certaine discipline, une certaine intégrité dans les politiques gazières mondiales. J'espère que ces stratégies seront écoutées par les pouvoirs publics ou les membres du GECF et qu'ils prendront ça en considération lors de cet événement mondial d'envergure. Merci beaucoup, docteur Slama Djelloul Slama. Je rappelle que vous êtes donc docteur et expert en économie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro du Monde de l'écho. D'ici là, passez une excellente semaine et une très bonne soirée sur LRT Sadiel Oula.